t'as choisi de faire ce boulot-là, toi? Si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui est traîne dans ce genre glorieux. Non seulement un nouveau générique, mais aussi une nouvelle formule. Ça s'appelle le Nos Ciné Club et c'est très simple. Une petite heure dédiée à l'actualité cinéma, les films en cours, les projets, les petites et grandes histoires qui animent cet univers qui nous fascine tant. Le tout est traité avec intelligence, humour et décontraction. Enfin, on va essayer par la petite bande qui chaque mois se réunira ici à l'antenne Paris. Anaïs Bordage, salut Anaïs. Salut. Alexandre Herbeau, salut Alex. Salut Thomas. David Honora, salut David. Salut Thomas. Pose ton téléphone. Et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. James Cameron, Lucasfilm, le rajeunissement numérique et bien d'autres joyeusetés sont au programme. C'est le Nos Ciné Club premier du nom et c'est parti. Bon, ça va, on vous fait pas chier là. Non, c'est sûr, je rêve. Et avant toute chose, sachez si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, d'ailleurs on fait coucou à la caméra, on est désolé pour le son qui n'est pas génial, c'est notre camarade Joël Ronez qui est chargé de cette opération qui visiblement Joël, se passe assez mal, il est sourd le pauvre, il a perdu les 2 oreilles lors d'un accident dramatique. Si vous nous suivez donc en direct sur Facebook et YouTube, sachez que vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpellez-nous, posez-nous des questions, on tâchera de répondre au meilleur, c'est promis. Premier sujet du jour, c'est parti. I'll be back. He is back, ce bon vieux James Cameron déborde, elle était un peu évidente, je l'ai fait quand même, et il déborde d'actu James Cameron dans cette rentrée 2017, on ne sait plus par où commencer, il y a eu la polémique Wonder Woman déjà, mais aussi et surtout les suites d'Avatar, 8 ans après le carton intersidéral du premier film, qui ont été enfin mis en chantier, 4 films dont les sorties devraient s'échelonner de 2020 à 2025, avec toute une partie du cast, ah oui ça va être long, composé de, tu seras presque mort Alexandre, au rythme où tu vas, une partie du cast composé donc de jeunes acteurs inconnus pour l'instant, quelques premières photos qui circulent, c'est déjà beaucoup, ça n'est pas tout. Jimmy est très occupé puisqu'il a remis au passage la main sur un autre de ses bébés, Terminator, dont il produira le 6e volet confié à Tim Miller, le réal de Deadpool, et ça c'est une moins bonne nouvelle au scénariste David Goyer, à qui on doit le cataclysmique Batman v Superman. Cameron, au passage, explose bien gentiment les 3 films réalisés depuis son T2 à lui, les qualifiant de mauvais rêves et précisant donc qu'ils allaient faire comme s'ils n'avaient pas existé, ce qui nous arrange bien parce qu'on a vu Terminator Genesis et nous aussi on aimerait bien qu'il n'ait jamais existé. Cette actu autour de Cameron, qu'est-ce qu'elle vous inspire les amis? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ravissent plus que d'autres? Qui c'est qui commence? Qui veut être aîné? Stéphane, sur James Cameron, je suis obligé de te passer la parole. T'es pas obligé de refaire toute la filmographie de James Cameron tout de suite. Non, mais tu as le droit. C'est pas que c'est réjouissant de savoir qu'il s'attaque enfin à Avatar et ensuite, mais parce qu'on le sait, voilà, et j'ai même envie de dire que il faut faire abstraction de la façon dont la Fox vend le film pour l'instant, parce que la photo qu'ils ont balancée fait vraiment peur, quoi. Mais bon, oui, ça on dirait un peu une couverture de, je sais pas, de podium. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que on sait que de toute façon ils vont tous être en performance capture, donc oui. En tout cas. Ils sont quoi, 5, 4 sur 5 quoi. Oui. Donc c'est pas trop un problème, mais c'est juste que comme le film a quand même une très mauvaise presse, Avatar aujourd'hui, parce que aussi étonnant que ça puisse paraître pour un film qui a autant cartonné à l'époque, quoi, je trouve ça dommage de vendre ça sur cette idée-là. On a appris aujourd'hui que Kate Winslet rejoint le projet, donc c'est plutôt cool, parce que c'est plutôt une bonne actrice, et puis ils ont une plutôt bonne collaboration sur Titanic, quoi. Donc voilà, moi c'est ce que je trouve assez réjouissant, parce que on parle d'une série de films, donc il y en a 4 supplémentaires, ce qui veut dire qu'il y aura en gros 5 avatars l'espace de 15-16 ans en fait, ce qui est finalement peu par rapport à Marvel. Donc les gens qui disent que Cameron se marvelise, c'est un petit peu exagéré, surtout qu'en général ils n'ont pas de problème avec Marvel, ces gens-là. Du coup, voilà, et moi je suis très très excité, parce que voilà, en fait, quand tu regardes la façon dont Cameron travaille sur ses suites, que ce soit celle des autres, en fait, la façon dont il a abordé Aliens après Ridley Scott, et la façon dont lui-même il a fait sa propre suite avec Terminator 2, qui est, faut se replacer dans le contexte, en fait, un film complètement différent du premier, et en même temps une continuité totalement logique. Je pense que voilà, il y a comment dire, il y a beaucoup d'espoir là-dedans, il y a beaucoup d'espoir sur le papier. Beaucoup de gens ont reproché au premier film son scénario, soi-disant simpliste ou simplet. Évidemment, je ne suis absolument pas d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il a pris quand même 4-5 ans pour écrire toutes les suites. Je pense que lui-même l'a pris en question, l'a pris en compte. Donc à mon avis, on ne sait pas à quoi s'attendre, littéralement. Je pense avec Avatar 2 déjà pour commencer. Parce que les dialogues seront en latin. En égyptien, parce que tu sais mais donc ça c'est le premier truc. Et puis il y a le défi technologique, pas que la performance capture évidemment, mais il y a le fait que je pense que c'est les films qui vont enfin asseoir
le 60 images secondes, si c'est comme ça qu'il tourne apparemment. Et apparemment, son souhait, c'est la 3D, je sais pas comment dire, auto-stéréoscopique, c'est-à-dire que sans lunettes, quoi. Oui. Et ça, c'est pareil, je pense que ça risque de, comment dire... bousculer l'industrie un petit peu. Bousculer l'industrie, et c'est ce qui fait... Ce qui est le but de Cameron depuis c'est le ce début. qu'il fait fondamentalement avec ce qu'il a fait avec le faire, premier, et ce qu'il a réussi à faire dans l'absolu, quoi. Donc ce voilà. qui explique qu'il faudra être un peu patient, quoi. Il faudra être en mesure de nager dans la Seine au moment où les films sortiront. De nager dans la Seine. C'était en 2024, on pourra nager dans la Seine. Ce sera les Jeux Olympiques. Je sais pas si tu es au courant que Paris a récupéré les Jeux Olympiques. Non, mais moi je suis pas au courant des actus qui sont pas du cinéma. Ah oui, c'est ça en fait, c'est pour ça. Donc voilà, et bon, pour ce qui est de Terminator, c'est une autre histoire, quoi. C'est-à-dire que, bon, évidemment, après Terminator 3, Terminator 4, enfin Renaissance, je sais pas quoi, et Terminator Genesis, est-ce qu'on a vraiment besoin de voir un autre film ? Je te corrige un petit peu, c'est pas Cameron en fait qui a décidé de balayer ces films-là, c'est Tim Miller. C'est Tim Miller, d'accord. Voilà. Moi, je pense que corrige-moi, j'aime bien quand tu me corriges. Ça me m'excite voilà. un peu. Voilà. Est-ce que, enfin, moi, ça m'excite moyen, tu vois, donc le nouveau Terminator, parce que je pense que c'est des films qui devraient rester chez Cameron. Lui, son souhait à Cameron, c'est de remettre ça au goût du jour, ce qui veut tout et rien dire pour moi. Et puis l'autre problème, c'est que en gros, on se retrouve avec un réal sympa, mais qui est juste, pour l'instant, en fait, a démontré qu'il avait des capacités de réal, mais peut-être pas forcément des capacités d'auteur. Et je pense que les Terminator, pour faire bien, faut avoir un auteur derrière, quoi. Donc voilà, moi je sais pas après ce que ça inspire aux gens. En tout cas, aux gens qui nous suivent sur le net, ça inspire que 95% des articles professionnels, c'est Sublime Tricaz qui nous dit ça, 95% des articles professionnels, entre guillemets, que j'ai lus sur Avatar, se foutaient ouvertement de la gueule du premier film. J'ai hâte à la suite, en gros, c'est ce qu'il nous dit, mais ça rejoint ce que tu disais. En fait, sur la réception. Alex voulait prendre la parole, tu viens de crier la priorité, David, de manière lamentable. Vas-y, David, jette-toi dans le feu. Ce que je voulais dire sur la réception de toutes les annonces autour des suites d'Avatar, à mon avis, le problème, c'est que la manière dont fonctionne Cameron correspond pas du tout aux codes marketing qui se sont instaurés justement avec Marvel et avec Disney, avec Star Wars, qui consistent en gros à paramétrer à l'avance de manière très précise des calendriers avec des sorties de teasers, etc., qui alimentent les blogs, les réseaux sociaux, le buzz de manière continue. Et en fait, Cameron sur Avatar est complètement à contre-courant de ça, en fait, en faisant des annonces très espacées, parfois très maigres, c'est-à-dire voilà, juste sortir une photo d'un casting des mois et des mois avant le début de la sortie de quelque chose. Forcément c'est reçu par ces mêmes personnes, ces mêmes médias qui ont l'habitude de traiter du préformaté et du communiqué de presse et de la vidéo prête à publier avec le petit commentaire de est-ce qu'on a aimé ou pas la bande-annonce. Moi j'ai l'impression que toute la sphère médiatique autour du cinéma s'est un peu transformée en critique de bande-annonce, quoi. C'est l'idée de... on parle des films presque plus avant qu'ils existent et on se fait son avis comme ça. Et pour le coup, ce qui est excitant d'une certaine manière avec Avatar, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a aucune idée de ce que ça va être. Et pour le coup, comme entre Terminator et Terminator 2, il y a eu carrément pour moi un changement de genre, on peut aussi s'attendre à un changement comme ça sur il y a une possibilité, et surtout le truc, c'est que les films parlent pour eux. C'est-à-dire que si on se rappelle de la réception d'Avatar, enfin les bandes annonces justement, les critiques de bandes annonces du premier Avatar, c'était les schtroumpfs, mes couilles, enfin voilà, excusez-moi pour le langage. Oui, j'ai pas vu celui-là. Et en fait, le film a calmé tout le monde quand il est sorti, pour ensuite se faire déchirer la gueule parce que c'est suspect de faire autant d'entrées, quoi. Oui. Mais l'argent, c'est sale. Voilà. Mais c'est surtout, voilà, c'est pour pas faire comme les autres. Titanic, c'était un peu le même problème à l'époque de la sortie, c'est-à-dire ça a été un carton énorme et puis après, d'un seul coup, c'était de la merde. Voilà. Donc. Alexandre. Alors, sur Avatar, rapidement, je pense que ce qui va calmer tout le monde, c'est quand il y aura une inévitable ressortie du premier film. Oui. Parce que dans la cover story d'un des Hollywood Reporter du mois de septembre, Cameron a clairement teasé cette option-là, qui est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'il va se passer tellement d'années pour ramorcer la pompe, pour voilà, qu'un public nouveau... Voilà, il faut absolument que les gens se remettent dans le premier film, et pas seulement en se le mettant chez eux, mais qu'ils puissent le voir dans
dans les bonnes conditions. Donc je pense que il va ressortir Avatar, il va corriger quelques trucs. Il avait l'air d'avoir déjà des idées de correction éventuelle sur l'image, le grain, etc. Donc Avatar va ressortir le premier du nom en bonnes conditions, en heure et en temps avant la sortie des suites. Et je pense que là, les gens vont se rappeler, ah oui, c'est peut-être pour ça que ça fait du pognon. C'est pas juste parce que c'était la 3D, blablabla. C'est parce que c'est, quoi qu'on en dise, un film qui est quand même assez extraordinaire, malgré les éventuels défauts légitimes qu'on peut lui trouver. Donc je pense que la sortie... Stéphane a levé les yeux aussi. J'aurais eu mal à ta place. Oui, mais bon. Non, mais moi, cela dit, j'adore le film. Je l'ai vu une fois en salle, je l'ai vu en 3D, dans un très bel écran, dans des bonnes conditions. Ça a été une très belle expérience, mais je l'ai pas renouvelé depuis parce que justement, je voulais pas me le faire dans le confort du home cinéma. Ouais. Et j'attends que ça, moi. J'attends vraiment que la ressortie en salle du premier film. Le truc, c'est que quoi qu'on en dise, même si les gens peuvent taper sur le film aujourd'hui, tout le monde se rappelle d'Avatar. Oui. Tout le monde se rappelle. Oui du et film, non, parce que les gens s'en rappellent, mais je pense quand même qu'il y a dans les critiques qui sont régulièrement faites au film là, notamment à chaque fois qu'il y a une nouvelle annonce sur une nouvelle date de sortie, une nouvelle annonce du casting dessus, etc. Le fait est que le film, malgré son succès, malgré son influence, malgré tout ce qu'il a représenté dans l'industrie hollywoodienne, etc., n'a pas marqué au sens culturel du terme, c'est-à-dire mais ça c'est faux. Ça c'est complètement faux. Déjà la 3D, tu ne cites jamais de réplique du film. Tu ne cites jamais, personne connaît ou presque le prénom des personnages principaux. Non mais ça sert à quoi de citer des répliques? C'est pour faire comme Marseille par exemple, si tu veux, et se foutre de la gueule du truc. C'est bon, ça marche sur Twitter. Non mais tu peux faire ça. Déjà ICU, tout le monde s'en rappelle si on part par là. Mais c'est même qu'une question de citer le film. C'est le film a changé l'industrie, c'est-à-dire que en bien ou en mal, parce que ça c'est pas du fait de Cameron. Cameron il a juste arrivé, il a posé le film et puis voilà, démerdez-vous. Mais évidemment il a travaillé dans ce sens-là. Mais déjà t'as tous les films 3D et la 3D, quoi qu'on en pense, encore une fois, c'est un formidable outil pour qui sait l'utiliser. Malheureusement, c'est son cas, vu les conversions qu'il fait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà. Et puis ensuite, avant Avatar, personne n'avait vu ça au cinéma. Un personnage de numérique aussi, dont tu peux littéralement tomber amoureux comme une actrice de cinéma. Et l'autre. Moi, j'étais amoureux de Gollum personnellement. C'était petit problème. Et le troisième truc, c'est que Cameron, comme pas mal de ses films, en fait, notamment Aliens ou T2, en fait, il a infusé la culture du jeu vidéo, quoi. Ouais. Je veux dire, Avatar, c'est cité en permanence. Et je vais pas faire l'affront de citer un blockbuster qui pompe Avatar dans tous les sens, en fait, et à notre ami David, là. Mais After Earth... ça n'aurait jamais existé sous cette forme. Tu dis ça parce que David était. Non mais après, peut-être que le spécialiste de M. Night Shyamalan. Mais Cameron n'est pas responsable. Cameron n'est pas responsable des mauvais films qui sont faits derrière, des mauvaises copies. Mais à la limite. Non et juste j'avais un truc pour. Après on prendra quelques questions. J'avais aussi cet argument de la faible empreinte dans la pop culture et en fait j'ai l'impression que c'est un petit peu en train de changer. J'ai deux exemples de ça. Déjà, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu ce sketch du SNL avec Ryan Gosling sur la fonte papyrus d'Avatar qui est sorti le week-end dernier. Et donc, qui fait... alors, c'est vrai que le sketch contient ce que tu dis, Alex, et notamment, il y a cette réplique où il dit quoi ? Avatar, ah oui, ce film d'il y a 9 ans. Donc, c'est vrai que dans la pop culture, ça reste aussi ce film que tout le monde connaît, mais qu'on a un petit peu oublié. Donc, il y a quand même cette empreinte. Et après, j'ai un autre exemple complètement con. J'aime bien les exemples. Pardon, David. Non, mais il y a une association de naturistes à la fête de l'UMA qui a fait un happening en se déguisant en Navi. Wow. J'ai vu un reportage là-dessus et donc ça montre que quand même, même en France, YouTube, dans les associations de naturistes... Tu vas sur YouTube, tu as des tutos de maquillage. Mais non, mais qu'est-ce que vous faites de vos journées? Oh la vache. J'ai vu ça sur BFM TV, c'est magnifique. Allez chercher. Nous avons des questions sur Internet. Nous avons Jonathan notamment qui nous demande si quelqu'un autour de la table a testé le cinéma 4DX et si oui, est-ce que les artifices de ce cinéma 4DX ne risquent pas d'altérer la vision du film? Moi, j'ai pas testé ça en cinéma ici. J'ai testé ça sur un truc de Cameron en l'occurrence. Si on parle plus ou moins de la même chose, mais c'était plus prototype à l'époque, quoi. Sur le T2 3D en fait de Universal en fait, où d'un seul coup en fait quand en gros la Terre descend, tu descends avec et t'as les sièges qui tremblent et tout ça. Voilà, donc c'est
j'ai pas vraiment d'opinion sur les films en question, quoi. Juste pour expliquer, le 4DX, c'est du cinéma classique avec les sièges qui bougent. Et il y a quelques salles, notamment à Paris, à la Villette, qui permettent de faire ça. Et en fait, parce qu'il y a le métro qui passe sous la salle, c'est ça. C'est ça. Il y a ça, la ligne 7. On pense à toi. Et en fait, le procédé existe depuis longtemps dans des parcs d'attractions ou au Futuroscope. Chez William Castle. Et la nouveauté, c'est que maintenant, des films pas du tout conçus pour ça sont diffusés avec cet artifice en plus. Je pense que dans ce cas-là, c'est clairement un artifice. Après, si c'est pensé... Moi, j'ai testé ça dans les parcs d'attractions. En gros, il y avait un Shrek 4D, pareil, en fait, chez Universal Studios, où tu te fais cracher à la gueule par Shrek. Donc, c'est pas très agréable quand c'est dans ce genre de cas, mais en même temps, c'est Shrek. Donc, c'est normal. J'ai vu le amour de Michael Haneke en 4DX. Par Trintignant. Au bout d'une demi-heure de film, tu ne bouges plus du tout. Je n'en pouvais plus. J'avais les dentiers qui m'arrivaient à la gueule. Ah, c'est sordide. Ah mon Dieu. Il y a Tristan qui nous demande s'il y a des précédents dans l'histoire du cinéma de tourner 4 suites d'affilée, comme le fait James Cameron avec Avatar. Alors il ne tourne pas d'affilée, c'est ça qu'il faut préciser. En fait, c'est-à-dire qu'il en tourne 2 là, et il promet, il jure ses grands dieux que les 2 autres suites seront prêtes pour 2024-2025, mais rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Voilà. On peut pas forcément le fait qu'il tourne 2 suites en même temps, ça par contre, ça s'est vu. Il y a les retours vers le futur 2-3, Matrix 2-3, oui, voilà. Sans parler des Lord of the Rings et tout. Dos à dos, oui. Mais apparemment, c'est financé. Donc c'est que les films se feront. Les films se feront, mais... Et juste, parce que je sais pas si on aura le temps d'en parler quand même, mais sur Cameron et Terminator, il faut juste quand même citer ce truc-là, c'est que moi, je suis comme Stéphane, j'ai quand même très peur sur Terminator, donc le 6 ou 5, je sais plus. 3 en fait. T3, mais qui sera T6 en vrai. Non, parce que j'ai revu l'intégralité cet après-midi de la featurette promotionnelle pour Terminator Genesis, dans laquelle Cameron filmait devant la caméra. Il y a peut-être des mitraillettes sur lui hors champ, mais il encensait le film. Là, on parle de James Cameron, on parle d'un mec qui fait il a lâché prise en fait déjà sur cette création. Là, la raison pour laquelle il revient et qu'il est un peu plus impliqué, c'est parce que les droits lui reviennent littéralement en 2019. Donc ils savent qu'ils ont merdé avec Genesis. Le Cameron, il est pas stupide. Je veux dire, même s'il va chercher Rodriguez pour faire l'adaptation de Gunn, il sait très bien que c'est pas il attend pas le même niveau d'exigence. Il a menti face caméra, et ça depuis Cahuzac, j'avais rien vu de tel. En fait, le truc qui est drôle, c'est qu'il ment littéralement parce qu'il avait dit déjà à l'époque de Terminator Renaissance qu'il avait aimé Terminator Renaissance pour le taper dessus là. Il avait dit ça à l'époque de T3 pour taper à l'époque de Terminator Renaissance. Donc bon, en gros, si tu veux, c'est juste qu'il aide son copain Schwarzy, il lui donne une tape sur l'épaule, il dit allez voir le film. C'est la seule chose qui peut effectivement justifier. À mon avis, c'est la seule raison. D'accord. Avant de continuer, on nous demande, il y a Esgal Duin qui nous demande si Stéphane va se dévêtir comme dans Beats. La réponse est non, ça n'est pas prévu. Pas ce soir. On a un petit maquillage de Navi. On a un petit maquillage de Navi. Mais Stéphane a fait une vidéo tuto sur YouTube apparemment que vous pouvez trouver. On vous mettra le lien dans la page. Nos Ciné Club, ça continue. On va aller de surprise en surprise puisqu'avant notre prochain sujet, on va faire un petit jeu car oui, nous sommes joueurs. Quand tu seras en bas, avec moi, tu flottes aussi. Oui, vous ne rêvez pas, reprenant les codes des meilleurs moments de la télévision, nous allons aussi nous jouer. On va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. Comme je suis un gros enfoiré, j'ai choisi comme thème Stephen King. Stephen King et le cinéma. Il y a tout un tas de nouvelles adaptations qui nous arrivent, à commencer par Itza, qui est sorti il y a peu, qui cartonne. Nous en avons causé dans une précédente émission avec Anaïs, ici présente, qui hoche la tête, qui s'en souvient, c'était un souvenir traumatique pour elle. Est-ce que vous connaissez bien les autres adaptations ? C'est ce qu'on va voir. 5 questions vaches, chaque bonne réponse vaut 1 point. On va mettre un chrono, Jules, pour faire plus vrai. Ah, c'est bien. C'est bien. Première question, en comptant les téléfilms, combien de fois Carrie a-t-il été adapté à l'écran ? 4. 4, c'est réussi. Putain, Anaïs, bravo. Eh oui, 1 point pour Anaïs. Deuxième question, un jour, durant une projection d'un film de Guillermo del Toro, Stephen King s'est installé à côté de notre réalisateur mexicain favori et a beaucoup réagi durant le visionnage, se tortillant durant l'une des scènes les plus fortes, ce que del Toro a décrit lui-même comme étant l'une des meilleures expériences de sa vie. De quel film s'agissait-il ? Le labyrinthe de Pan. Bravo Alexandre. 1 point pour Alexandre. Bien joué. Troisième question, quel rocker Stephen King voulait-il caster pour le rôle principal de son seul et unique film Maximum Overdrive ? Dick Rivers. Raté. Non, c'est pas Dick Rivers. Le vide. Ah, le vide intersidéral. C'est pas le mec d'ACDC là ? Non, c'est pas Angus Young, un rocker très connu américain. C'est le rocker américain iconique un peu. Bruce Springsteen. 1 point pour Stéphane, bravo. Quatrième question, toujours à propos de Maximum Overdrive. La détestation de King pour Donald Trump est bien connue, mais le film comporte un élément, une personne qui le lie à Donald Trump. Est-ce que vous savez de qui il s'agit et quel est ce lien ? Oh là là.
Vous n'avez pas vu Maximum Overdrive, je suis très déçu. On n'a pas revu Maximum Overdrive. Ça manque à votre culture. Parce que si Avatar a disparu des Maximum Overdrive n'est pas resté non plus. C'est pas Steve Bannon qui joue un pizzaiolo? Il n'y a pas Melania Trump non plus, je ne sais même pas si elle était née, la pauvre, à l'époque. Ah oui, c'est pas lié à Steve Bannon. Pareil, Steve Bannon, il a fait du cinéma. Ah, mais c'est pas Steve Bannon. Ah merde. Non. Vous ne savez pas. Cette question va rester sans réponse. C'était Marla Maples, qui est l'ancienne femme de Donald Trump, qui joue dans Maximum Overdrive. Il fallait le savoir. Et cinquième et dernière question. Quel film supposément adapté d'une de ses nouvelles Stephen King a-t-il attaqué en justice pour qu'on enlève son nom après avoir constaté qu'à part une demi-scène, l'histoire n'avait plus rien à voir avec la série? C'est le cobaye. Bien joué, Stéphane. Bravo. Ça fait 2 points pour Stéphane, 1 point pour Alexandre, 1 point pour Anaïs, 0 le mec pour qui David a gagné Honora. par défaut, quoi. Ouais, t'as gagné par défaut. Mais t'as gagné parce que tu te rappelles du cobaye. C'est quand même pas mal. Bravo à tous. Bravo à tous. Fini de jouer. La meilleure adaptation de Stephen King. Ah, évidemment, il y aura d'autres jeux. Fini de jouer. On continue pour l'instant. Do you know who I am? Do you know who I am? This is not a game of who the fuck are you? For I am Vader. Darth Vader. Lord Vader. I can kill you with a single thought. But you'll still need a tray. Je vois vos mines étonnées que vous n'avez jamais vu de spectacle d'Eddie Izzard qui imite donc très bien Dark Vador, puisqu'on va causer un peu de Star Wars, ça faisait longtemps, et parce que c'est de plus en plus n'importe quoi dans le joyeux petit monde de Lucasfilm où on vire à tour de bras les réalisateurs embauchés pour piloter les nouveaux épisodes et les spin-offs. Après le duo Lord Miller remercié cet été en pleine préparation du film consacré à la jeunesse de Han Solo, c'est Colin Trevorrow chargé de Star Wars épisode 9 qui a été dégagé en septembre, J.J. Abrams reprenant les commandes pour la plus grande joie des amateurs de lens flare. Ce bordel chez Lucasfilm, ça vous inspire quoi, les amis? Anaïs, tu regardais ton téléphone, donc c'est toi, t'as perdu, c'est toi qui commence. Ah, c'est moche. Non, ça me surprend pas plus que ça en fait. Je pense que de plus en plus avec les énormes franchises comme ça, où il y a énormément de pression et en fait le réalisateur est une partie infime de la machine et ne pourra jamais gagner. Et on avait déjà vu Joss Whedon qui avait dit qu'il avait été complètement écrasé par Marvel et qu'il voulait plus jamais en faire. Voilà, parce que justement il avait aucune liberté d'auteur. Du coup, il est parti chez Warner, donc il est fou. Voilà, c'est ça, c'était un grand risque. Mais du coup, ça me surprend pas plus que ça parce qu'effectivement, voilà, ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent. Pour Lord et Miller, voilà, c'était l'improvisation, c'est pas possible, quoi. Il faut lire le script mot pour mot et sinon tu dégages. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand tu dis ils ont une idée très précise, tu parles des réalisateurs en question. Pas de Lucasfilm. De la production. De Lucasfilm, ouais. Ah ouais, d'accord. Non, parce que justement, en fait, non, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils savent pas ce qu'ils font et tout le monde le dit. Il y a une interview d'Empire de Rian Johnson où il dit texto, il y a rien qui est prévu. Vous avez donné des directions. Du fonctionnement, quoi. Je pense qu'ils ont une idée très précise de comment tu dois tourner. De comment tu dois réagir à la prod, aux injonctions de la prod, quoi. Tu dois pas trop faire de vagues, quoi. Ouvrir ta gueule. Désolé de remettre une couche, du coup, excusez-moi, mais le truc, c'est qu'ils ont mis 6 mois quand même à se rendre compte que Lord et Miller, ils étaient en train de faire leur truc d'improvisation pour aller finalement foutre à la poubelle 6 mois de travail tourné, hein, et j'imagine même pas ce que ça coûte. Pour aller chercher Ron Howard, parce qu'ils ont essayé un peu de feinter, de... quoi. En fait, ils ont essayé de pas trop montrer qu'ils voulaient faire ça, et du coup, peut-être que ça a mis plus de temps aussi. Pour, Mais en fait, on a la lecture. Enfin, on rebondit sur le fait que sur les raisons officielles, qui sont des entre guillemets des divergences artistiques. Peut-être qu'il y a juste des choses qu'on ne sait pas et tout simplement il y a eu des mauvais comportements, des choses comme ça, des trucs. Sait pas, mais le problème c'est qu'on parle quand même de 3 réalisateurs sur 3 films, si tu veux. C'est vrai que ça fait beaucoup. Tu te retrouves. En fait, moi ma théorie personnelle basée sur ce que je vois et ce que j'essaye d'analyser. Ton ressenti, mon ressenti en l'occurrence, voilà, plus non mais basé sur les informations qu'on a. Je suis internaute. J'ai cliqué sur d'autres points aussi. Donc ayant fait mon travail de journaliste, je laisse chez moi. C'est fait. Voilà. Non, mais mon ressenti là-dessus, c'est qu'on est dans la trouille totale sur tout depuis le début. C'est-à-dire que le fonctionnement de Lucasfilm sur épisode 7, c'est aller chercher en fait la nostalgie pure. Donc on en avait parlé, on avait fait une émission à l'époque sur épisode 7, pardon. On s'y perd. Qui est le premier du nouveau Lucasfilm. Nouvelle ère. Et qui est un film qui a rapporté $2 milliards, ce qui est énorme en fait quand à la mesure du cinéma. C'est-à-dire qu'en termes de dollars actuels, en fait, c'est le seul film qui avait dépassé ça, c'est Avatar. Le seul souci, c'est qu'ils ont payé 4 milliards pour acheter la licence, les droits, en fait. C'est-à-dire que sur les 2 milliards que les mecs balancent, il y a 500 millions probablement pour le film. C'est-à-dire que le film a coûté ça plus le market, on va dire. Il y a le fait que... Donc si tu procèdes par soustraction, ça veut dire qu'ils ont gagné 1,5 milliard, sauf que non, puisque en fait, ils ont gagné que 60%
de ce qui, comment dire, ce qu'ils ont récolté. Ce qu'ils ont récolté, ce qui veut dire qu'en gros, merdo, c'est 700-800 millions de dollars, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme pour un seul film, c'est monstrueux, mais comment dire, ça rembourse pas les 4 milliards. Et surtout, il y a un autre truc, c'est que t'achètes pas 4 milliards, tu dis pas aux actionnaires, j'achète 4 milliards pour rembourser 4 milliards, t'achètes 4 milliards pour... je peux dire, ça suce, pour gagner 40 milliards. Ouais. Donc le truc, c'est qu'il y a ça. Bon, il y a le merchandising aussi, il faut pas mettre ça de côté non plus, c'est pas, voilà. Mais je pense que cette trouille, en fait, de faire le faux pas, c'est ce qui nourrit en fait le fonctionnement du Lucasfilm. C'est-à-dire que c'est pas que les réals, à mon avis, des réals grandes gueules qui ont comment dire, qui pètent plus haut que leur cul, ou sûrement en fait que Lord et Miller c'est ça sur Han Solo et que ça a justifié. Sûrement que c'est ça avec Tony Trevorrow. Il y a des trucs qui ont filtré là-dessus, soi-disant, des insiders qui parlent de ça, qui disent voilà, il s'est mal comporté. Mais tu vois, quand les gens t'expliquent que c'est à cause de Book of Henry qui a bidé que le mec a été viré, c'est littéralement absurde en fait. C'est-à-dire que le mec, il a, après avoir un carton aussi énorme que Jurassic World, il a le droit quand même à un premier bid. Tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Donc moi, mon sentiment là-dedans, en fait, c'est que c'est rétroactif pour moi ce genre de choses, c'est-à-dire que je vois le film, j'essaye d'analyser le film froidement, c'est-à-dire les films qui sont sortis. Là on parle de Rogue One qui pareil en fait s'est fait complètement re-shooter, on sait pas qui appartient à qui là-dedans. A fait quoi là-dedans, ouais. Voilà, probablement que le Han Solo, il y aura finalement plus rien de ce que Lord et Miller ont tourné. Et pourtant, tu vois, c'est quand même fascinant de te dire qu'il y a un film entier quasiment qui existe à côté, qui pourrait être terminé et qui comme le Superman 2 de Richard Donner, on aura un Blu-ray collector dans 20 ans. Mais voilà, je pense pas, parce que justement, en fait, tout est sous contrôle, et toute l'idée, c'est d'essayer de montrer le contrôle. Et l'autre truc, c'est que ils avancent littéralement à tâtons, c'est-à-dire que objectivement, je veux dire, c'est difficile de savoir ce qu'ils ont recréé pour l'instant avec cette nouvelle trilogie. On attend de voir, on n'a quasiment pas d'infos sur le prochain, on attend de voir ce qui va être apporté, mais lui-même apparemment c'est pas vraiment soucié, il a fait que dans la continuité. Le prochain, c'était Trevorrow, finalement maintenant c'est J.J. Abrams, et c'est ça, le fait d'aller chercher J.J. Abrams pour faire épisode 9 est bouclé, c'est une décision qui pour moi en fait démontre que le meilleur choix qu'ils pouvaient avoir, c'est on va aller chercher le type qui nous a rapporté 2 milliards. Oui. C'est la sécurité. Voilà, la sécurité totale. Et donc du coup, là-dessus, on peut dire que ils savent qu'ils attendent ce qu'ils veulent, en tout cas, c'est-à-dire ne pas prendre de risques, littéralement. Pour ne pas avoir l'impression d'en prendre. Ils savent ce qu'ils veulent pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent rien qui déborde, ils veulent aucun risque pris, et du coup. Au final, ça se voit dans les films. C'est ça le problème. Et je pense qu'ils pourront pas. Enfin, je veux dire, ils sont quand même un plan sur 20 ans à la base avec cet achat de Lucasfilm. Donc il y a aussi Indiana Jones dedans, évidemment. Mais bon, ça, Harrison Ford, il a l'âge qu'il a, donc ils vont pas pouvoir en faire 15. Et le truc, c'est que. Mais il continue à tourner, regarde. Écoute, voilà. Mais le problème, c'est que je pense que non seulement ça va se voir. Enfin, j'ai du mal à croire que Rian Johnson puisse imprimer une patte cohérente. Enfin, moi, même si je peux lui trouver du talent, c'est déjà un cinéaste qui a du mal à être cohérent avec lui-même dans ses propres films. Quand tu regardes Looper, c'est 2 films différents coupés en 2. Oui, il y a 2 films dans le film. Mais 2 bons films, donc ça va. Ouais, peut-être, mais moi je trouve le deuxième est moins intéressant. Mais éventuellement, le truc, c'est que si lui il a du mal à être cohérent avec lui-même, il va y avoir du mal à être cohérent avec le reste de la saga. Et je pense que Rian Johnson, j'avais lu cette critique-là, je ne sais où, mais Rian Johnson a cet avantage-là, c'est que comme J.J. Abrams, c'est quelqu'un qui peut se plier dans un moule préétabli. C'est-à-dire que même s'il a fait beaucoup de films personnels, il a fait que des films originaux, entre guillemets, c'est sa première franchise, sa première truc d'adaptation. Il a fait beaucoup de films. Il a quand même fait pas mal, tu vois. Tu as Brick, Looper, Une arnaque, je sais pas quoi, il avait fait un autre film avant. Bref. Et surtout, il a participé mine de rien à Breaking Bad. Il était dans la série et il a réussi à la fois. Ouais, mais pour faire un film à part. Mais tu vois, il a fait des épisodes à part, mais quand même, il en a fait plusieurs. Il a quand même fait l'avant-dernier, tout ça. Donc, il arrivait à chaque fois, à la fois, je pense que c'est ce que Kathleen Kennedy de Lucasfilm a recherché chez lui, à ce niveau-là. C'est à la fois à se fondre dans une continuité, donc respecter un cahier des charges hyper lourd, tout en montrant que, ça, c'est quand même pas. Moi, je pense que Abrams, c'est pas quelqu'un qui se fond dans le moule, il est le moule. C'est-à-dire qu'il a créé le plan de travail en fait qui a été validé par le succès du film, tu vois.
Et c'est tout ce que les mecs ont essayé de répliquer, c'est ce qu'ils ont dit. Enfin, c'était quand même leur phrase quand ils ont annoncé les reshoots de Rogue One. Ils ont dit ça n'a pas la qualité cinématographique d'épisode 7. Donc je veux dire, bon, excusez-moi de... Mais c'est vrai que c'est des profils différents. C'est-à-dire que Rian Johnson a plus le profil de la petite main, pas du tout grande gueule, qui va s'insérer dans un écosystème. Et effectivement, le fait d'avoir participé à une série, c'est pareil, c'est un truc où, pour le coup, le réalisateur n'a pas du tout la place prépondérante. C'est un fonctionnement complètement différent. Oui, c'est complètement différent. Et justement, peut-être que ça ressemble plus, comme tu disais, Anaïs, au début, à ce que Lucasfilm rêve de faire fonctionner. La manière dont Lucasfilm rêve de faire fonctionner sa ferme à réalisation. Moi, ça me donne l'impression qu'ils essayent de survivre. Oui, tu vois, c'est surtout ça. On nous demande, c'est Avalala qui nous demande. Je ne choisis pas les pseudos des gens sur Internet. Eux non plus. Peut-on sincèrement espérer un Star Wars en dehors de la zone de confort? En gros, tout ce qui tourne autour de la trilogie originale, jeunesse d'Obi-Wan, de Han Solo, pour partir vers l'univers étendu. Est-ce que vous avez des semblants d'espoir là-dessus? Le là-dessus? spin-off d'Obi-Wan, c'est censé être Stephen Daldry, si je ne m'abuse. Il me semble que c'était lui qui était attaché au projet. Le réalisateur de Big Elliot. Oui. Donc moi, je fantasme sur une comédie musicale. Ah, avec Ewan McGregor qui reprend son rôle et qui faudrait des claquettes sur Tatooine. Voilà. Moi, j'irai voir ce film. Non, ça me plaît bien. Il y a Tom Woodward aussi qui nous dit Quaron sur l'épisode 9 sera vraiment eu de la gueule. Ça, c'est sûr. Ouais, si on lui laisse la possibilité, faire c'est ça un le problème. En fait, d'Alfonso Cuarón. La question, elle se pose maintenant. Est-ce que Stephen Daldry, on va le laisser faire quoi que ce soit? Est-ce que pas même n'importe qui, en fait, ça change rien. Oui, c'est voilà, le ça. système qui gagne avant tout. Le réalisateur, il n'est pas assez important dans le D'où procédé. l'importance d'Avatar, de l'arrivée d'Avatar, parce qu'il est maître. C'était le sujet d'avant, Stéphane. Mais c'est important pour le cinéma hollywoodien parce que c'est une vérité. Aujourd'hui, on est entre Star Wars et Marvel. Voilà, c'est ça. La logique, c'est le premier plan. Pas vouloir des cinéastes, quoi, parce que les cinéastes, apparemment, ça coûte de l'argent, quoi. C'est bien triste, ma pauvre dame. Le truc, c'est qu'on parlait de Joss Whedon, mais voilà, c'est aussi un autre exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé forcément, mais d'ici, en fait, c'est Zack Snyder qui était censé faire Justice League. Il a tourné le film. Bon, il s'est barré parce qu'il y a eu un drame personnel. Mais là, les mecs ils vont pas chercher un ghost, un réalisateur fantôme. Ils vont chercher Joss Whedon, qui est quand même le mec qui a fait le plus gros succès chez Marvel et dans l'histoire du film de super-héros. C'est comme si c'est le même mec qui réalisait Star Wars et Star Trek, par exemple. C'est inconcevable. C'est une hérésie. Tu retires ça tout de suite, nom de Dieu. Quand tu réfléchis, tu te dis, le mec, il accepte de re-shooter un film entier, de réécrire un film entier. Alors, il y a 3 mois de reshoot, c'est quand même pas mal, tu vois. On va dire qu'il y a potentiellement un changement de film à, je sais pas, 40%, 50%, et il accepte, en fait, de ne pas être crédité en tant que réal. Faut bien manger. Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il ait besoin de manger à ce point-là, en fait. Je sais pas, c'est vrai qu'il est un peu gros. Voilà, c'était du fat shaming. Au passage, c'était sympa. Carton rouge J'ai directement. rien dit pour Wonder Woman tout à l'heure avec James Cameron. Si c'était encore du rouquin shaming. Pour David. Carton rouge, voilà. Ça, on s'enfonce là. Avant notre. Alors attendez, on a quand même une dernière question. Est-ce que le problème, nous demande Méloctopus, décidément beaucoup d'inventivité sur les pseudos. Est-ce que le problème des films Star Wars actuels ne viendrait tout simplement pas du fait que les scénaristes n'ont strictement rien à raconter? Bah non, moi je pense pas, parce que justement dans cet univers, il y a beaucoup de choses à raconter. Qui est tellement riche. T'as je sais pas combien de jeux vidéo qui existent, t'as je sais pas combien de nouvelles. Enfin, il y a des romans entiers en fait sur lesquels ils ont peur de raconter. Voilà, c'est tout simplement la mode du moment, c'est la nostalgie, et le truc c'est que en gros, il faut impérativement rappeler au maximum le film, la trilogie originale. Voilà. C'est le fameux cinéma doudou dont nous parlons régulièrement dans cette émission. Dont on aimerait arrêter de parler. Effectivement, je te le confirme. Avant notre prochain sujet, figurez-vous, il y a encore un jeu. Du coup, Alex Servo se barre. Voilà, un jeu musical en plus, consacré à un sacré petit bonhomme, Big John Carpenter, qui sort à la fin du mois un disque, une anthologie de ses musiques de films, car vous le savez, il signe ou co-signe la plupart de ses musiques, il les a réorchestrées. Qu'est-ce que tu dis, toi? Je sens qu'on va se payer la honte en fait, à confondre tous les titres. Si je dis que c'était Asso, j'ai quand même un petit point. Ça c'est Asso, tu as un demi-point, David. Du coup, tu pars avec un demi-point, c'est gentil. Donc ces musiques, il les a réorchestrées, rejouées. Jules, arrête de soulever des potards comme ça n'importe comment. Il les a réorchestrées, rejouées. Carpenter et la musique, c'est également le sujet d'un documentaire fait par nos camarades de Rokirama, dont on parlera dans une prochaine émission qui sera diffusée une première fois sur TCM Cinéma le 6 octobre, ce vendredi donc à 20h45. Ça s'appelle John Carpenter, l'héritage musical. Les bruitages sont assurés par David Ozora, mesdames et messieurs. Bravo. Nous on joue, c'est facile, 3 extraits de musique culte de Carpenter. Le premier qui trouve le film gagne 1 point. C'est tout simple. Premier extrait. New York 97. Bien.
Sinon, c'est Stéphane, du coup. Non, mais les mecs, vous sortez. Faut pas lever la main, faut dire le titre, David. J'ai dit Fog. Parce que moi, vous avez dit Fog. J'ai entendu fuck. C'est pour ça que je me suis dit fuck, genre je trouve pas. Non, c'est New York 97. Effectivement. Je le redis en Fog. J'espère que c'est ça. Il n'y a pas de Fog. Deuxième extrait. Bailey. Non. Oh putain. Moi, je suis super nul en blind test. T'as le droit de jouer quand même, David. C'est pas Prince des Ténèbres? Non. C'est pas Prince des Ténèbres. L'antre de la folie. Non. Non, c'est pas Christine. Christine. Bravo, Stéphane. Bravo. Bravo, Stéphane. 4 points pour Stéphane qui écrase le game. Incroyable. Dernier et troisième extrait. Ah bah ça c'est Big Trouble. C'est Big Trouble de chose. Jack Burton. Jack Burton. Voilà. Si vous passez au ralenti ce que je dis, ça invite à se sacrifier pour ça. Sur le C'est comment? C'est les pérégrinations d'un Chinois en Chine, c'est ça? Les aventures de Jack Burton. Les aventures de Jack Burton dans le Griffes du Mandarin. Extraordinaire. C'est ça. C'est Stéphane qui vous met la misère. Bah, c'est la Carpenter, misère. quand même. C'est quand même Carpenter. C'est quand même Big John. Je sais plus à combien de points on est, mais tu mènes. Ouais. Tu mènes, Stéphane. Bravo. Au Je moins gagne 5 quoi, ou 6 moi, à la points. fin? Rien du tout. C'est bien qu'on l'a vu en salle. Rien du tout. Ouais, je vais vous laisser gagner les mecs comme ça. Si Oh, c'est juste de la street cred. C'est juste de la street cred, c'est ça. Allez, on continue. Allez, c'est parti, l'un des projets les plus excitants du moment est entré en production. Oui, The Departed, le jeu est fini. Le jeu est fini, David. C'est fini. C'est les Dropkick Murphys, ouais, c'est extrait de la BO de J'ai un The point Departed. blind test du métal irlandais. T'as pas de point. Pourquoi les Dropkick Murphys? Parce qu'on va parler de The Irishman de Martin Scorsese qui avait fait donc The Departed dont est extrait cette chanson. Avec là pour le coup pour The Irishman De Niro, Pacino, Joe Pesci, tous les meilleurs mais qui sont très vieux et comme l'histoire se passe sur des décennies, Martin qui n'a peur de rien va utiliser les dernières techniques à sa disposition en matière de rajeunissement numérique. Ça fait un peu peur parce qu'on pense à tout un tas de tentatives de rajeunissement ou carrément de ressuscitation numérique qui parfois sont un peu gênantes. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous motive, David? Moi, ça me fait pas peur. Ça te fait pas peur? Parce que tu n'as peur de rien. David Honorat n'a peur de rien, mesdames et messieurs. Parce que je fais confiance à Martin Scorsese pour ne jamais abuser des effets. Et parce qu'il l'a déjà utilisé très, très discrètement et très sobrement sur Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. Il y a cette belle scène où il descend du bus en arrivant à Wall Street. Il y a un très beau rajeunissement parce que DiCaprio a quand même un petit peu de bouteille. Hein. On l'oublie, c'est plus le jeune homme de Titanic. Et donc il est rajeuni dans cette séquence. Non, et globalement, voilà, je vois pas Scorsese faire de la merde globalement, et encore moins avec des effets. Enfin, pas mon Martin. Il a eu recours à beaucoup de choses dans ses films, du maquillage, des prothèses, des choses comme ça, et j'ai jamais trouvé ça ridicule. Les Rolling Stones, c'est vrai que quand tu réfléchis à la logique de ce que tu avances, quand tu vois De Niro dans Raging Bull, tu vois, qui prend 30 kilos, voilà, ça participe du projet. Et en fait, là, je pense que ça participe du projet aussi, comme c'est un film qui se passe sur une quarantaine d'années. Bon, évidemment, on retrouve tous les acteurs fétiches plus Al Pacino. Je pense que les gens s'attendent à une réunion, ils s'attendent à Les Affranchis. Je pense pas que ça sera ça. Non. Et ce que moi je trouve très intéressant là-dedans, en fait, c'est effectivement de savoir comment il va utiliser ça. Parce qu'il y a quand même je dirais pas que c'est de la nostalgie chez Scorsese, mais il y a c'est dans son cinéma en fait la reconstitution. Et je pense que ça fait partie du procédé, tout simplement. Chez Marvel, même peut-être dans Star Wars, même si je trouve que l'ambition dans Star Wars est beaucoup plus folle pour le coup dans Rogue One que dans Ant-Man ou Les Gardiens de la Galaxie 2. J'ai l'impression qu'il y a une logique de nostalgie. Il y a une logique de dire et ça peut fonctionner. Moi, je me rappelle que quand j'ai vu Les Gardiens de la Galaxie 2, que je n'aime pas du tout, la première fois que j'ai vu Kurt Russell, le tout début, je me suis dit waouh, c'est Kurt Russell de Tango et Cash, de Starman. Voilà, non, pas de Starman, non, n'était pas dans Starman. C'est pas Starman. Non, c'est Jeff Bridges. De Jack Burton, voilà, et c'est fou, quoi. C'est vraiment super bien fait. Pareil avec Michael Douglas dans Ant-Man, quoi. C'est le Michael Douglas de La Guerre des Roses, quoi. Et ça fonctionne super bien. Mais j'ai l'impression que ça participe d'une certaine nostalgie. Rappelez-vous de cet acteur que vous avez aimé à cette époque, parce que fondamentalement, ça sert pas à grand chose en fait dans les films au final. Dans ce film-là. Dans Rogue One, c'est encore un autre truc parce que
On convoque un acteur en fait qui est décédé ouais. et qui on le fait jouer par quelqu'un d'autre qui joue un rôle qu'il n'a pas lu, pour lequel il n'a pas signé. Voilà. Et mine de rien, c'est assez. Non mais au-delà de ça, c'est assez bluffant. C'est-à-dire que moi, j'achète le truc. Le truc technique, tu veux dire, le procédé technique. Ouais, mais surtout les possibilités éventuelles. Oui, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire, je sais qu'on peut se poser des questions, mais après, on touche à un truc du ressort de l'éthique ou de la morale. Enfin, j'en sais rien. Mais tu sais, c'était fait avec le jeu de la mort. Du bon goût. C'était fait avec. C'était fait avec Bruce Lee. C'était fait avec Paul Walker dans comment dire dans Fast and Furious 7. Et le truc, c'est que alors c'est pas du rajeunissement. On est vraiment dans une autre logique, mais on est quand même dans une reconstitution. Voilà, une reconstitution de voilà qui est assez, moi je trouve. Puis il y a Carrie Fisher à la fin de Rogue One. Alors ça c'est complètement chié par contre. Ça participe de la même logique. Ouais, mais c'est dégueulasse. Bah non, elle était vivante pour le coup. Elle était presque le truc est sorti avant qu'elle. Et voilà. Et le truc par contre, c'est que alors je sais pas quel est le fonctionnement exact de Netflix sur The Irishman. Je sais que en tout cas ils achètent le truc. J'imagine que en tout cas aux États-Unis ils pourront le sortir dans quelques salles pour le montrer en salle. C'est quand même Scorsese. Merde, ça fait chier de pas voir ça en salle quoi. Et les Oscars. Ouais, mais le truc par contre, c'est que la nostalgie dont on parle en fait chez Marvel et tout ça, on l'a aussi chez Netflix en fait d'une certaine manière avec comment dire Stranger Things, mais surtout tu vois même quand les mecs ressuscitent des séries tu vois genre La Fête à la Maison, ce genre de choses. Donc je me demande en fait jusqu'à quel point Gilmore Girls, La Fête à la Maison. Gilmore Girls c'était très dur. Arrested Development aussi. Mais La Fête à la Maison c'était dur. Donc je me demande jusqu'à quel point au-delà du fait d'avoir le prochain Scorsese qui est quand même se pose là tu vois en termes de street cred on va dire c'est un gros coup. Je me demande jusqu'à quel point en fait cette idée aussi de jouer en fait avec cette nostalgie là va fonctionner. En tout cas ce qui est certain c'est que parce qu'on a parlé des bons rajeunissements numériques mais c'est vrai qu'il y en a des mauvais même dans des bons films par exemple dans Joy il y a De Niro déjà qui se fait ça fait un peu peur. Voilà et c'est pas très bien fait dans comment dire dans un autre mauvais film avec encore De Niro il y a Stallone. Joy c'était pas un mauvais film. Non mais dans Joy c'est un bon film t'as raison non mais je veux dire Anaïs elle est pas d'accord avec moi. Moi j'aime beaucoup. Faut pas me lancer. Mais ce n'est pas le sujet. Mais dans comment s'appelait ce film avec Stallone et De Niro qui font de la boxe là Ah oui genre le match du siècle ou je sais pas quoi là Grudge Match voilà c'est ça match retour ah oui pareil la gênance voilà c'est chaud après même en vrai ils sont bizarres après c'est lié aussi par définition c'est les effets spéciaux donc ça correspond aussi à la période à laquelle ça a été fait. Moi j'ai encore ce souvenir. C'est lié à l'exigence quand même. Ouais mais j'ai aussi ce souvenir terrifiant dans ma tête de la scène d'intro de X-Men 3 qui est déjà à chier comme film de Brett Ratner mais la scène d'intro du troisième X-Men c'est quand même Patrick Stewart et Ian McKellen qui sont rajeunis à la truelle et c'était dégueulasse. Écoute, moi je vais te dire un truc, mon meilleur fou rire c'est dans Wolverine, l'apparition de comment dire de Patrick Stewart à la fin où tu vois qu'il est sur fond vert en plus tu vois mais la barre de rire le mec il a un plan et en fait il est complètement chié. Et d'ailleurs je pense à part je pense que la Fox a tout intérêt à faire un peu à faire comme Lucas avec ses éditions spéciales de Star Wars où il avait réintégré Hayden Christensen à la fin du Retour du Jedi. Je pense qu'ils ont tout intérêt à refaire X-Men 3 et à mettre James McAvoy et Fassbender dans la scène d'intro de X-Men 3. Mais bon bref, ça c'était immonde, pas seulement parce que Brett Ratner est une tanche, mais aussi parce que la technologie de l'époque était pas extraordinairement développée quoi. Mais c'était pas extraordinairement développé. Techniquement, moi j'ai pas le souvenir dans les 2 dernières années d'avoir vu des rajeunissements trop merdiques. Attends d'aller au cinéma mon ami. Vraiment c'était nécessaire quoi. Moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est que tu aurais très bien pu faire sans, quoi. En fait, c'est très rare qu'il y ait un rajeunissement qui soit absolument crucial. Voilà. Narrativement, le seul, c'est Léa. C'est Léa. Ouais, voilà, c'est ça. Et pourtant, c'est celui qui a été le plus critiqué. Le rajeunissement, c'est pourquoi pas si tu peux avoir un meilleur rendu, on va dire. Si tu veux, le truc, c'est qu'en plus, c'est Mitch. En fait, c'est pas complètement que du rajeunissement numérique. Il y a aussi sur le plateau de la teinture, des choses comme ça. Kurt Russell, c'est super drôle parce que Kurt Russell sur le plateau des Gardiens de la Galaxie a dit ah non, mais ils ont quasiment rien retouché, tu vois. Et là, tu te dis l'ego du mec quoi tu vois parce que effectivement il avait quand même des perruques des machins. C'est Kurt Russell voilà non mais la classe moi j'adore Kurt Russell mais c'est vrai qu'il y a un boulot monstre en fait qui est fait derrière et qui est bluffant moi je trouve. Il y a la possibilité de passer plus par le maquillage comme Guillaume Canet dans Rock'n'Roll par exemple.
Tout le monde ne l'a pas vu. Personne ne l'a vu, même. Ah, spoil pas le film, c'est con, je voulais pas le regarder. C'est quand même dommage. Sur Scorsese, on nous pose quand même 2-3 questions. On nous demande notamment, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, c'est quoi le pitch de The Irishman? C'est sur la mafia, c'est très novateur pour Scorsese comme thème. C'est vrai, c'est un thème qu'il a jamais abordé. C'est sur un la terrain mort de... vraiment inconnu. Hein. C'est sur la mort de Jimmy Hoffa, en fait. Voilà, Et c'est parce que il faut savoir que c'est un secret de polichinelle, quoi. Mais Jimmy Hoffa, qui était un syndicaliste dans les années des années 60. Ouais, c'est ça. Et en fait 60. Bah les années 50-60. Ouais, c'est ça. C'était un contemporain de Kennedy. Voilà, et qui a disparu en fait, si tu veux, mystérieusement. Ouais, il a disparu. Il a été un peu assassiné, quoi. Voilà. Et il y a une espèce de c'est très connu aux États-Unis. En France, c'est beaucoup moins connu évidemment. C'était le patron des Teamsters. C'était le patron du syndicat des camionneurs. Ceux qui s'intéressent éventuellement au sujet, s'ils veulent voir des films dessus, il y a le Hoffa je vais pas dire de bêtises, de Danny DeVito. Oui, tu crois. Voilà, avec Jack Nicholson pour le coup dans le rôle et pour le coup du maquillage pas numérique. Ouais. Non. Voilà, des grosses tartines de maquillage. Voilà, et il y a Fist de Norman Jewison avec Stallone. J'ai fait un film homonyme, mais c'était pas ça du tout. Ah mais j'étais sûr. J'ai vu la petite lueur dans ses yeux. J'allais pas dire Je la sentais venir, mais... Stallone reprend ce rôle-là, mais ils ont changé son nom pour cette histoire-là. C'est clairement l'histoire de Jimmy Hoffa. Clou au fauteuil. Et c'est sûr, j'ai oublié son nom, mais c'est sur le mafieux en fait qui s'est débarrassé d'Hoffa. Voilà, qui aurait jeté le corps, en gros, enfin qui l'aurait planqué dans les marais. Enfin, on ne sait pas. Qui l'aurait tué aussi. Au passage. Voilà, c'est le rôle que joue De Niro. C'est tiré d'un bouquin. C'est tiré d'un livre, voilà, qui était sur 40 ans. 40 ans, exactement. 40 ans de vie et voilà. On approche de la fin. Il n'y a pas d'autres questions sur Scorsese? Sur Scorsese, non. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est la même personne, c'est toujours Tom Outwood qui nous dit: j'espère qu'il va pas nous Hugo Cabrettiser tout ça. Hugo Cabret fait encore. Commencez pas à nous le jeter sur. On aime bien tous Hugo Cabret. Oui, bah oui, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup Hugo Cabret. Personnellement, c'est un film sur Méliès, donc ça me touche d'autant plus. Parce que c'était mon grand-père. C'était mon grand-père, évidemment. Rosec Méliès, c'est bien connu. On s'approche de la fin. Il va y avoir plein d'autres questions, mais vous allez rire, il y a encore un jeu. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé! Voilà, celui-là, j'en suis très fier de ce jeu. C'est pas un blind test, je vous rassure. Je l'ai baptisé, enfin presque quand même, parce que je l'ai baptisé l'Instant VF, un extrait de film d'un film dans sa magnifique version doublée. Voilà, un film très connu que vous avez tous vu. Moi, j'ai pas vu de VF depuis 20 ans. Mais voilà, c'est pour ça que je passe un extrait en VF. C'est de la pure méchanceté. Celui qui trouve a quand même 5 points. Allons-y. C'est toi, hein? C'est toi qui vas assurer mes arrières dans ton vieux tas de ferraille? Ouais, c'est le plan. Bien. Alors, c'était quand ton dernier pilotage, Ray? Il y a environ 5 ans. T'as fait quoi pendant 5 ans? Un truc important, je suppose. J'étais dans la construction. Oh, waouh! Génial. C'est vrai, ça peut être super utile, tu vois. Une fois dans la bagarre, tu pourras construire une issue de secours, Ray. Ah putain, merde. Non, c'est pas Invasion Los Angeles. Ah, je l'ai, tu l'as? Ah oui, tu l'as vu, ouais. Je pense qu'on l'a tous vu, hein. Plusieurs fois même. Et on a des réponses sur le flux internet. Ah bah, sur dis les internautes alors. Alors on va voir ce que les internautes répondent, mais il faut qu'on me les envoie par internet aussi. Par message. Bravo, il y a quelqu'un qui a trouvé. Il y a Jonathan Arcelier. C'est Pacific Rim. C'est Pacific Rim. Mais ouais. Jonathan. Il l'avait pas vu en VF, salopard. Bah non, moi non plus, je l'ai pas vu en VF. Il habite à Limoges, c'est ça? T'habites à Montauban? À Limoges? Rosec, enculé! Ah, mais dis-donc, tout de suite, parce que vous êtes vexé. Vous êtes vexé. Bah donc Jonathan rafle 5 points. Même si. On annule l'apocalypse! C'était le deuxième extrait. On peut l'écouter quand même, vas-y. C'est vrai? Aujourd'hui, il n'y a pas un homme, pas une femme ici qui va se battre seul. Mais c'est Francky Vincent qui fait la VF. C'est Légitimus ou quoi? Aujourd'hui, nous affrontons les monstres qui sont à notre porte et nous partons chez eux les combattre. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à l'apocalypse. C'est pas mal en VF quand même. Ouais, c'est quand même super. C'est quand même vachement bien. Je voyais loin en fait. Ah, tu voyais loin, ouais. Moi, je pensais que t'allais me mettre des trucs d'il y a 25 ans. Non, j'ai dit un film récent. Pour la prochaine émission, vous saurez. J'ai eu des étoiles dans les yeux là quand t'as passé Hitman le Cobra, tu vois. Je me suis dit, tu t'es dit, c'est parti quoi. C'est parti, on va dans le grand cinéma. Norris, là, quelque chose, tu vois. Non, Guillermo del Toro. Voilà, tant pis pour vous. Merci d'avoir joué. En tout cas, c'est Jonathan qui rafle les 5 points, même s'il ne jouait pas dans la même équipe que vous. Tant pis. On passe à la suite. Tu lui dis ce qu'il gagne, non? Non, il gagne notre respect. Lui aussi, notre respect, pareil. La parole aux internautes quand même. Internet!
Voilà, on déballe vos questions, vous qui nous écoutez, nous regardez en direct, les questions qu'on m'a envoyées gentiment par internet. Merci Joël Ronès qui est derrière la petite console, à la technique, comme on dit. Nous avons Esgalduin qui nous demande une question qui me tient à cœur, qui nous écrit plutôt une question qui me tient à cœur. Que pensez-vous de Viggo Mortensen et sa carrière, notamment The Indian Runner qui ressort en Blu-ray ce mois-ci? Alors ça sent le pseudo de l'attaché de presse qui bosse pour l'éditeur. C'est vrai. Non, c'est marqué Blu-ray entre parenthèses USA ce mois, donc il était au courant. Parce que personne ne sait ce que c'est The Indian Runner. Bah si, c'est un film de Sean Penn qui est un très beau film. C'est bien, alors d'accord, mais les attachés de presse savent pas ce que c'est en France. Viggo Mortensen, respect. C'est un homme qui inspire le respect. Respect, robustesse. Tout simplement. Indian Runner. Indian Runner, c'est magnifique. C'est le premier film de Sean Penn. Il l'avait passé dans le car quand on partait en classe de neige. Quand j'étais en 4ème, c'était une très mauvaise idée. Tu l'as eu en VR. Moi j'aime beaucoup The Pledge. Mais moi ce que je retiens surtout dans Indian Runner, c'est une très belle histoire et tout, mais c'est surtout il y a un rôle. Enfin, c'est pas Viggo Mortensen, c'est même pas David Morse en fait, c'est Charles Bronson dans le film que je trouve vraiment magistral. C'est vrai. Qui après comment dire des années à avoir cassé du punk, tu vois, arrive à te tirer les larmes, et la démonstration que c'est juste un putain d'acteur, que c'était un putain d'acteur, et que voilà, moi à chaque fois qu'on me parle de Charles Bronson, il va avoir les larmes aux yeux, il me manque. Moi aussi, c'est mon papa, tu vois. Un homme, une moustache, une légende. On ne dira jamais c'est bien de History of Violence de Cronenberg. Moi je peux te dire un peu de mal, mais je sais que tu vas dire du mal. Mais non. Mais c'est parce que je suis un peu plus vieux que vous. Ouais, c'est parce que tu as 65 ans. C'est pour ça. Victor nous demande que pensez-vous des adaptations de Stephen King de cette année? La Tour Sombre, Victor, je suis désolé, mais on a fait une émission entière quand même, donc tu pourras l'écouter. Mais bon, La Tour Sombre, on va dire, Jessie qui arrive sur Netflix, effectivement, ces temps-ci. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure des franchises à gogo, il y aura un Stephen King Universe, en gros? J'ai pas encore vu Jessie, qui s'appelle Gerald's Game. Oui, c'est Gerald's Game, c'est le nom de la nouvelle. C'est ça, qui a l'air d'être assez chouette. En même temps, c'est pas la nouvelle est chouette. Oui, mais je pense que Stephen King, de toute façon, le problème, c'est que, comme on l'a dit lui-même, il est content que d'une adaptation sur deux des films qui sont faits à partir de ces nouvelles. Et quand il est pas content, on a déjà parlé ici. Généralement, c'est pas la bonne. Voilà. Souvent, c'est pas la bonne. Souvent, il choisit de refaire, et c'est encore pire. Voilà. Donc voilà. Il fait faire par Mick Garris, qui n'est pas une bonne idée. Il y avait aussi, mais c'était l'année dernière, la série avec James Franco que j'ai pas vu. Oui, il y avait 22-11-63, 63, qui était assez réussi, une série pour Hulu, qui était pas mal. Mais c'était un de ses meilleurs récents. On a parlé tout à l'heure. Tout à fait. Il y a la série The Mist sur Netflix, qui est une catastrophe. Ça a l'air horrible. Alors que le film d'Arabon est vraiment excellent. Excellent. Ça passe. Ah, tout de suite, ouais. C'est vrai que après Anaïs est une grande fan de Dreamcatcher, donc après bon, ça c'est déjà chacun son truc. C'est une erreur de jeunesse. Voilà, exactement. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait caca un monstre à un moment. Ouais, voilà. C'est une bonne idée. C'est quand même une bonne idée. Dans le bouquin, c'est sympa. Donc le Stephen King Universe, non, vous n'y croyez pas trop. Non, mais en fait, il y en a déjà un. C'est juste qu'il n'est pas comme on l'entend avec le Marvel Universe, mais il y en a déjà un parce qu'en fait, beaucoup de ces livres sont déjà liés et beaucoup des œuvres d'adaptation sont aussi liées. Il y a plein de petits Easter eggs, de petites références de l'un à l'autre. Donc il y a déjà notamment la Tour Sombre qui est liée à tous ces bouquins du coup. Voilà, c'est ça. C'est juste que tout est un peu plus déconnecté parce que tout n'est pas géré par les mêmes personnes, mais l'univers existe puis en déjà. Plus, j'ai quand même l'impression qu'ils sont en train un peu de lâcher ce genre de logique. En fait, là par exemple, on parlait de DC, mais DC sont en train de lâcher le DCverse pour faire leur propre film à eux. Tu vois, je pense que la momie, tout ça, Universal, ils ont déjà lâché avec la sortie du film. C'est-à-dire qu'ils ont vu le film et ils se sont dit bon, c'est peut-être une bonne idée pour certains trucs, mais pas pour nous, quoi. Donc je ne sais pas, mais je sais pas s'ils feront ça. Peut-être que les modes des univers vont disparaître. Moi, j'ai même pas vu ça encore, donc voilà. Moi, je suis un vieux schnock, tu vois. Donc le truc, c'est que j'ai pas envie d'aller voir avec tous les jeunes qui rigolent et ricanent. Tu vas à la séance de 9h. Ils seront là, ils sont partout. Ils sont partout. La jeunesse est partout. Ils sont sur les réseaux sociaux. Pardon. Il y a Zibou qui nous demande si vous avez vu le teaser de Détective D3 et si vous avez des infos sur la méthode de tournage, si c'est du HFR, de la 3D, etc. Il y a Détective D3, donc je suppose de Tsuyark. J'étais en vacances. T'étais en vacances. Non, super. En fait, c'est vrai, toi aussi t'étais en vacances, mais t'étais en vacances là-bas, donc t'as pas d'excuses, David. Non, j'étais à Hong Kong. Ouais, enfin t'étais pas loin. Ouais. J'ai pas vu. Non. Bon, personne n'a vu. Comment il s'appelle ? J'étais en vacances aussi. C'était en vacances aussi. Comment il s'appelle ? C'est qui nous demandait ça ? On m'a supprimé la question entre temps. C'était Zizibou, je crois, un truc comme ça. Non, c'était Zora quelque chose. Zibou. Zibou, tu donnes lui 5 points à lui aussi. Zibou a donc 5 points parce que nous n'avons pas la... pour la prochaine fois. C'est ça. Nous n'avons pas le podcast des rap, on renverse des bières. Horatio Kane, même tant qu'à faire, parce que tant qu'on est dans la team roux. David. Que pensez-vous du prochain Halloween réalisé par David Gordon Green ?
Alors, on a tous, je pense, halluciné devant l'annonce du casting de Jamie Lee Curtis qui revient. Du coup, on ne sait absolument pas ce qu'il est morte plusieurs fois. Est-ce qu'ils vont nous faire le coup à la Terminator, enfin à la Cabane tout à l'heure, dont on parlait de effacer les suites, en fait, non, etc. ça n'existait pas. On se souvient tous du extrêmement gênant Halloween. C'était même pas Résurrection. 27. C'était pas Résurrection, c'était quoi? Il y a H20 et Résurrection. C'est les deux dans lesquels elle est dedans. Résurrection avec Busta Rhymes, le rappeur qui jouait dedans. Et qui la scène d'introduction était le meurtre de Laurie Strode. C'était Jamie Lee Curtis qui mourait. C'est une purge innommable, mais assez drôle finalement, bourrée. Et donc je sais pas comment la timeline va se passer, tout ça. Après, j'ai énormément de respect pour Green et pour son comparse du coup Danny McBride. Je pense qu'ils vont nous la jouer un peu à la, voilà, ils vont effacer les suites, ils vont sans doute faire une suite directe de Halloween 1. Et moi je suis assez confiant, même si tout le monde chie dessus, mais j'ai une tendresse infinie pour les 2 suites remake de Rob Zombie qui sont... Moi je suis pas un grand fan, mais par contre je dois reconnaître que Halloween 2 de Rob Zombie, c'est juste un des films les plus what the fuck que j'ai pu voir ces 10 dernières années, ce qui change vachement avec ce qui se fait actuellement du coup. Mais bon, c'est mauvais, hein, mais c'est autre. Donc, c'est mauvais mais sympa. Non, moi je sais pas, je pense qu'Halloween il y en a un, donc il faut s'arrêter là, quoi. On peut prendre une dernière question quand même, je demande à Joël. Oui. Répondez plus rapidement, on nous dit en régie. La régie crie en nous disant qu'il faut faire des réponses en rafale de malade. Ok, très bien. Zibou, encore lui, qui nous demande un avis de l'équipe sur ce que fait Neil Blomkamp avec Haute Studio. Alexandre est parti. Du coup, Alexandre a démissionné. Je suis désolé. On a perdu l'Afrique du Sud, c'est trigger warning pour lui. Donc c'est pareil, je dois avouer que j'ai pas regardé moi. J'ai juste vu les bandes annonces qui sont chouettes parce que moi j'aime beaucoup cet univers-là, mais j'ai pas eu le temps de me poser et en fait de regarder tout ça, quoi. En plus, il a quand même des tentatives. Je sais qu'il bosse avec je sais plus quel moteur de jeu en fait pour raconter une histoire dedans en utilisant ce truc-là. Donc c'est de l'expérimentation, donc ça m'intéresse. Je suis assez client de son cinéma, mais c'est vrai que j'ai honte de dire que je me suis pas encore posé pour regarder tout ça, quoi. Ok, bah donc de toute façon Neil Blomkamp on valide, hein, quand même. On valide quand même complètement. Assez généralement. On lui fait confiance. Tristan nous demande un film français que vous attendez pour ces prochains mois. Rock'n'Roll 2. Aucun. Il y a quand même aussi, il y a le Albert Dupontel. Il y a le Albert Dupontel, évidemment. Au revoir là-haut. Moi, je l'ai pas encore vu, mais j'ai bien envie de voir ça. Ah non, Anaïs, tu n'attends pas Albert Dupontel? Non, je sais pas, le livre m'a un peu saoulé et du coup Ouais, mais c'est le Albert film. Dupontel. Ouais, mais j'ai un peu peur. J'ai pas lu le livre, mais ça a l'air quand même assez ambitieux. L'affiche est très belle. Mais voilà, c'est à peu près les bandes tout ce que je peux dire de gentil. Non, mais franchement, non, après oui, effectivement, oui, peut-être que ça va être sympa. On verra. Il y a un film français, donc ouais, bah voilà. Il y en a peut-être sûrement David, un autre, non, pas de film français. Écoutez, j'ai vu Coexister récemment, si vous voulez qu'on en parle. Pas forcément. Pas forcément, comment te dire? Pas forcément. David, non, pas de film français. Non, il n'y a rien qui me vient. J'ai vu ce matin le film de Toledano et Nakache que je trouve bien. Enfin, je veux dire, c'est un bon feel-good movie de droite. Qui, pour c'est positionner un genre un peu... à part. Non, mais c'est vrai que comme la comédie française dans sa totalité est en train de migrer vers l'extrême droite. Oui, c'est vrai. Finalement, du coup, c'est presque un film de gauche. Voilà. C'est vrai. Mais c'est un peu étonnant. C'est intéressant parce qu'il mixe un casting avec des univers comiques très différents. Et ça se regarde tout à fait. Enfin, j'ai fait voilà la sous-préfète. Un double programme Blade Runner 2049 et Le Sens de la Fête. Ouais. Je recommande largement Le Sens de la Fête plutôt que Blade Runner 2049, qui fait l'objet d'une émission que vous entendrez bientôt. Hervois, t'attends un film français Hervo, t'attends un film français bientôt? J'attends le film dont j'ai oublié le nom, mais qui est la première réalisation de Vincent Macaigne. Ah non, il paraît que c'est horrible. Il paraît que c'est horrible, et justement parce que plein de gens le trouvent horrible, j'ai assez hâte. Il y a l'actrice de 10% dans la série. Et bon, voilà. C'est le film de Vincent Macaigne. Si vous allez sur un site qui s'appelle google.fr, mettez Vincent Macaigne Wikipédia, et vous allez trouver filmographie slash réalisateur. Il n'y a qu'un seul film, c'est celui-là. T'étais parti où là? J'étais parti pisser parce que j'en suis à ma 43e guerre. Et du coup, il n'en peut plus. C'est bien. Horatio, encore lui, nous demande que pensez-vous de Ready Player One, The Post et du doc sur Spielberg sur HBO. L'actu Spielberg du moment. C'est vrai qu'on aurait pu faire un J'ai pas lu Ready Player One, mais par contre, je pense que Spielberg, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Et pas forcément ce que la bande-annonce laisse sous-entendre, c'est-à-dire une orgie de références. Voilà, en tout cas, à mon avis, il y a quelque chose qui se trame derrière ça quand tu sais que c'est un cinéaste de symbole, quoi.
Voilà, après je peux pas mettre ma main coupée, je connais juste le pitch, j'ai pas lu le bouquin, et le docu, je le regarderai. Ah ouais, nous aussi. Vous entendez quelque chose, tout ça, ça vous plaît, ça vous parle? Pas trop. Moi, je pense que le doc sur HBO va être extrêmement académique, propre, il va y avoir des intervenants classe, ça va pas être, ils vont pas aller chercher le troisième assistant machin. Classe, c'est pas ton truc. Non, mais voilà, je pense que ça va être extrêmement. J'en attends pas grand chose, si ce n'est voilà, c'est comme un documentaire, avec tout le respect que j'ai, mais un documentaire Arte ou France 5, tu vois. Je sais que ça va être bon, quali, on va apprendre 2-3 trucs, et voilà, mais je pense pas qu'il va y avoir des révélations, genre le lendemain de la diffusion, il va pas y avoir des papiers, genre oh, mon Dieu, cette révélation, c'était. Spielberg a failli réaliser Blowout. C'est ça, non, je sais pas. Quelqu'un qui va se faire arrêter comme dans The Jinx. Est-ce que quelqu'un ça va pas être un scandale à la Polanski dans les chiottes, je sais pas. Genre Spielberg a violé tous les acteurs de E.T., tu vois. Je pense qu'on va pas apprendre ça, même si ça pourrait rajouter un petit peu au sel du film. Voilà. Et sur Ready Player One. Là, on sent les 5 bières, là. Sur Ready Player One. T'es sûr que tu veux pas aller retourner pisser? Sur Ready Player One, je pense que ça va être marrant. Voilà, analyse à H. C'est nul. On a perdu Enchaîne. Il y a Tcherno Alpha qui nous demande si vous avez des salles de cinéma recommandées. Je ne sais pas dans quelle ville il nous demande ça. Peut-être à Paris. Dis-nous sa ville. De Tcherno Alpha, dis-nous ta ville. Ah bah c'est Tchernobyl. Alors il y a le Krastimos-Guriuk sur un croisement entre l'avenue Lénine et l'impasse Ceausescu. Anaïs, c'était ça. Il y a une petite chaîne. Non, mais de toute façon, on l'a perdu. Je crois qu'il faut accepter que voilà. Que c'est fini. C'est Paris. C'est donc Paris. Donc Anaïs, vas-y. Paris. Tu es la seule qui a voix de la raison Paris, ça marche pas du coup. Non, mais c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup le Luxor à Paris. Le Max Linder, tu vois. Et le Studio 28 aussi, qui est pas mal. J'aime bien. Ils servent des petits gâteaux. Et la petite chaîne dont tu voulais parler, c'était. Et la petite chaîne qui s'appelle Utopia, donc qui est régulièrement dans les news pour certains faits d'armes. J'ai cru que tu allais parler des cinémas d'Austin. Ah oui, mais ça, du coup, c'est pas en France, c'est très loin. Mais oui, il y a aussi le Alamo Drafthouse, qui est une chaîne de cinéma d'Austin, qui est maintenant un peu répandue partout aux États-Unis, où on peut manger, boire et faire plein d'événements pendant qu'on voit des films. Et c'est absolument génial. Et ça n'empêche pas du tout d'apprécier le film, contrairement à ce qu'on pourrait croire avant. C'est Toulouse-Bordeaux, et on les kiffe. Utopia, voilà, c'est Toulouse-Bordeaux, c'est indépendant. Il y a des espèces de tableaux soviétiques partout dans les salles. Il y a des espèces de vieux fauteuils qui grincent un peu. C'est vraiment sympa. L'ambiance est super, la déco est cool. Voilà. Et c'est pas cher. Stéphane, pour des salles où on regarde des films, tu vois, où on bouffe pas et on... la vieille dame, tout de suite. Et s'il faut partir, en plus de France, il faut se barrer, cassez-vous, tu vois. Moi, je conseille le BFI, l'IMAX BFI. Moi, j'ai vu qu'un film là-bas, c'était Pacific Rim, c'était la 4e fois. Et pour citer tu l'as pas vu en VF du coup parce que t'as pas reconnu l'extrait. Voilà. Et pour citer mon ami Arnaud Bordas avec qui on était là-bas, c'est quand même dingue en fait d'attendre la 4e vision pour voir le film pour la première fois, quoi. Et voilà, donc si vous avez l'occasion, si vous êtes à Londres et que vous avez l'occasion qu'il y a un film qui vous botte et qui passe à l'IMAX BFI, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Okay. Pour sortir un peu de Paris, parce que je pense qu'il les connaît, les bonnes salles de Paris, ce brave. Et oui, les bonnes salles de Paris, pour moi, il faut citer le Max Linder, le plus beau cinéma du monde, tout simplement. Et puis, pour une petite dédicace à ma région, le cinéma Les Alizés à Bron, qui est un cinéma à essai absolument merveilleux où j'ai vu tous les films qui ont forgé ma cinéphilie. Régionalisme, si vous êtes du côté de Nantes, si vous êtes du côté de Nantes, allez au Concorde, c'est les fauteuils les plus confortables de France. Voilà, puis il y a la Salamandre à Morlaix aussi, c'est vachement bien. Voilà, c'est bien. Horatio, qui décidément ne nous lâche plus, nous demande si vous avez une idée aussi. Il y a 2 mecs qui regardent. Il y a deux. Il pose beaucoup de questions. Nous demande si vous avez une idée sur le Prédateur de Shane Black. Shane Black. Voilà. Non, mais il faut répondre vite. Alors, il faut répondre vite. Voilà, Shane Black. Voilà. Moi, je pense que Shane Black, et il y a un des mecs de qui est une pile. Je sais plus lequel des deux. C'est pas Jordan Peele, il a fait Get Out, donc c'est l'autre, c'est Keegan. Ça va être trop bien. C'est surtout qu'en fait on sait pas à quoi s'attendre. C'est-à-dire que c'est un peu comme les suites d'Avatar, sauf que ça arrive beaucoup plus vite et on sait pas à quoi s'attendre. Le seul truc, ce qui est, moi je trouve un peu excitant, on va dire, sur le sujet, qui t'a relancé Predator, en fait, c'est qu'il a dit voilà, moi je veux pas faire les suites chipouilles qui ont été faites, les Aliens versus Predator ou les Predators là, de Rodriguez, quoi. Je veux faire un événement. Voilà, c'est plutôt de bon augure. Excitant, quoi, et justement, puisqu'on parle de Shane Black, il y a Tom qui nous dit qu'il paraît qu'il va y avoir un Nice Guys 2.
On le sentait déjà à moi il me semble que fin le du seul film, truc que c'est Nice Girls en fait, c'est une série télé c'est la série Nice Girls, et à laquelle justement Shane Black n'a rien à voir. Non, c'est pas lié à Shane Black. Une question pour David Honora, est-ce qu'il y a des nouvelles de Glass de Shyamalan? Ce cher Knight vient de tweeter une photo du clap pour la première scène, donc le tournage a commencé. On parlait tout à l'heure des rapports de force entre les cinéastes et les studios. Pour le coup, s'il y a un film dont on peut espérer qu'il y aura de l'ambition et derrière du succès, c'est bien Glass, quoi. S'il y a un retour en force de Shyamalan sur ce film-là, donc une suite d'incassables. Son retour en force. Oui, le retour en force peut aller au-delà de ça, quoi. C'est-à-dire que, s'il réussit son coup, ça peut être un carton monumental qui redéfinit l'industrie, comme il l'a fait par le passé. Et je pense qu'il en est capable et j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Moi j'attends déjà un bon film en fait, parce que le problème c'est quand même son meilleur film, Incassable, et du coup faudrait peut-être pas qu'il se chie, quoi. C'est sympa, c'est cool un split, mais c'est pas de ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est que Shyamalan était vraiment tombé sous terre, en tout cas dans l'opinion publique, avec Lost Airbender et compagnie. La fille de l'eau. Non, enfin bon. On va pas refaire l'émission sur Shyamalan. Mais que voilà, là il y a une attente en fait sur ce film qui peut permettre vraiment un succès colossal si la qualité est au rendez-vous. Et pour le coup, ça serait il y a à la fois le côté un petit peu franchise, mais une franchise d'auteur. Enfin voilà, c'est un truc. Je pense que c'est hyper important pour l'industrie du cinéma. On connaît le chef-op sur celui-là. Et c'est le même chef-op que pour son film précédent et qui était le chef-op de It Follows. C'est vrai que voilà, j'aurais bien aimé qu'il revienne avec Serra, quoi. Ou un autre. Enfin, il a bossé avec les plus grands chefs-op. Non, mais pour reprendre Incassable. Ouais. On va reprendre 2 petites dernières questions. On va essayer d'y répondre rapidement. On a les chroniques du Capitaine Crochet qui nous demandent si vous devez choisir. Non, d'accord. Bon, si vous devez choisir un film de boxe, bah oui, mais rapidement, ça veut pas dire n'importe quoi. Si vous devez choisir un film de boxe, Stéphane, écoute-moi. Moi j'ai envie de dire Rocky, mais il nous propose un choix. On propose un choix. Vous choisissez Creed ou Southpaw. J'ai pas vu Southpaw. C'est le truc écrit par Kurt Sutter. D'accord. Le créateur de Sons of Anarchy, que je n'ai pas vu, donc moi du coup je choisis Creed. Ouais, pareil. Creed. C'est quoi, c'est Antoine Fuqua? Je sais rien. Southpaw, c'est Antoine Fuqua, je crois. C'est Antoine Fuqua. Si, je l'ai vu. Attends, celui avec Jake Gyllenhaal? Ah oui, alors moi je choisis ça. Qui est une sorte de réécriture de l'ensemble de la saga Rocky. Si c'est ça, avec Rachel McAdams, c'est tout. On va vérifier. Google est mon ami. Southpaw de la rage au ventre. C'est ça. Moi j'ai préféré ça. C'est Antoine Fuqua. C'est une sorte de concentré de l'ensemble de la saga Rocky, avec la réussite et la et c'est vrai, mais c'est un cinéaste un peu nul. Quelle honte. Tu veux y retourner? Je vais chercher de la 6e. T'as pas entendu? Si, j'ai entendu. Quelle honte. Quelle indignité. Vous pouvez on est sur le service public. Alex Servo en direct, c'est le moment. Non, moi j'ai été un peu déçu par. Enfin, je trouve que c'est presque un meilleur hommage à Rocky que les Creed. Même s'il y a quelques trucs vachement Creed, intéressants. C'est pas un hommage, c'est plus que ça, quoi. Le problème de Creed, c'est que c'est justement pas un hommage. Ouais. C'est censé être une suite. Mais ça m'a. Voilà. Non, franchement, la première scène de combat de Creed, je suis désolée, mais elle est incroyable, quoi. Oui. Franchement, on peut critiquer le reste du film. Débat autour de la table sur la première scène. Franchement, cette scène. Non, mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vue, moi, je m'en souviens dans un deuxième qui est pas mal. J'ai pleuré. Le problème pour moi, c'est que j'ai un tel affect en fait avec les Rocky et tout en détestant Rocky 4 par exemple, cordialement. Mais on l'aimant quand même un peu. Mais bon, ça me fait chier. Là, le problème, moi je trouve que ça réinvente rien du tout. Je pense que c'est un film qui tient juste littéralement que sur l'existence de Rocky, alors que ça se voudrait être autre chose. Je suis pas sûr, je suis pas d'accord. Enfin bref. On avait fait une émission sur Creed à l'époque. Mais comme j'ai pas vu Southpaw, je ne peux même pas. Tu ne peux même pas te prononcer. Donc voilà. Donc dernière question. Méloctopus nous demande si vous avez des nouvelles de l'ami George Miller. Qu'est-ce qu'il fait George Miller en ce moment? Non. Il est dans une pizzeria actuellement. C'est vrai. Il hésitait entre Regina et 4 saisons. Et une hawaïenne, je crois. Une hawaïenne, mais il n'était pas sûr pour l'ananas. Non, c'est vrai que la seule dernière nouvelle de George Miller que j'ai eue, c'était qu'il avait filé des conseils à Edgar Wright
pour le tournage de Baby Driver. C'est pour ça que le film est charmé. C'est pour ça que le film est charmé. Mais non, là, je pense que en sous-entendu, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir un nouveau Mad Max ? Voilà. Et je ne sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit à l'ordre du jour. Je l'espère. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. C'est à l'ordre complètement. du jour, mais après, personne n'a dit que c'était annulé. Hein. David avait une anecdote. Non, une anecdote. Enfin, bon, maintenant que. Est-ce que c'est comme les nudistes C'est un peu comme les niveau des nudistes. nudistes. Non, J'étais au terrain vague de. J'étais à Tokyo la semaine dernière et on est allé voir une sorte de spectacle de robots. Il y a une sorte de cabaret. Avec des balles de ping-pong Non, il n'y a pas ça. C'est ailleurs. Je vois de quoi tu parles. Et c'était donc, je ne sais plus, Robot Restaurant. Et il a une très forte inspiration, entre autres. Bon, il y a aussi les Tortues Ninja et compagnie, mais il y a une inspiration George Miller et on sent que, je pense, pour le coup, son cinéma et les Mad Max a vraiment irrigué l'ensemble de la pop culture mondiale. Jusqu'au Japon. C'est fou. C'est une belle info. C'est quand même une belle info. Une info qui prouve qu'on n'avait absolument rien à dire sur le film. C'est quasiment du grand reportage. Le fandom est énorme au Japon. De manière générale, le fandom est assez énorme au Japon, quel que soit le sujet. Des gens qui sont fans de beaucoup de choses quand même. Ils sont fans de Daniel Andreev, notamment. Je résiste pas à la question de vous demander quand même une toute dernière chose. On nous demande, c'est alors 21L Vladimir qui nous demande. En fait, c'est un nouveau, lui. Oui, c'est un nouveau. C'est encore Zizi Buck qui a pris un nouveau. Il a une question originale quand même. Il vous demande qu'est-ce que vous pensez d'Alain Chabat en Père Noël. Moi, je suis très impatiente. Très bonne question. J'imagine. Moi, physiquement, il est parfait. Enfin, la pré-affiche qui a été montrée au congrès des exploitants de Deauville est fait assez alléchant. Ça fait vraiment, mais comme dans tous ces films d'ailleurs, il reprend toujours les codes du blockbuster américain. C'est-à-dire que c'est des affiches vraiment qui sont calibrées. On a l'impression que c'est des trucs qui vont sortir sur 5000 écrans outre-Atlantique, etc. Après, il faut pas oublier que son dernier film, sauf erreur, c'est le Marsupilami. C'est ça, c'est possible. Qui était quand même une grosse merde. C'est pas là où il y avait le chien qui mettait sa bite dans celui on a vu Lambert Wilson faire du cosplay de Céline Dion. Il y avait effectivement la scène de Lambert. Cette scène est absolument incroyable. T'as raison. Moi, j'espère qu'il y a des paix. Comme ça, ça sera un film d'auteur. Voilà, c'est tout ce que je demande. Et James Cameron, on refait le lien. Alain Chabat, James Cameron. C'est vrai que dans Marsupilami, il y a des réalisateurs qui ne foutent rien sur un plateau parce qu'ils ont Pétrolane et tout. Allez, c'est YouTube, vous comprendrez. Il cite Avatar dans le Marsupilami. Évidemment. Voilà, la boucle est bouclée. On va se quitter là-dessus. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce premier No Ciné Club. Merci à vous qui nous regardiez, qui l'avez suivi. Merci à Jules, à la technique et à l'antenne Paris pour l'accueil. Nociné.com. Non, nociné.com, c'est fini. Binge.audio, c'est ça. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud!